Très cher Monsieur German, bonjour mesdames et messieurs. J'aimerais vous saluer très cordialement et j'aimerais vous présenter certains des problèmes des poissons migrateurs. Je voudrais commencer mon exposé avec une citation. Aucun être humain, aussi grand qu'il soit, aussi puissant qu'il soit, n'a jamais été aussi libre qu'un poisson. C'est une citation de John Ruskin, un auteur britannique, philosophe social du 19e siècle. Et je me pose la question s'il serait toujours d'accord avec cette citation, s'il connaissait les problèmes de nos poissons. Là, vous voyez quelques exemples des espèces extinctes de poissons de la Suisse. Vous voyez qu'il y a 8 espèces, une espèce de lamproie. Les poissons migrateurs, vous les voyez en bleu, qui migrent donc entre l'eau de mer et l'eau douce. Pour ces poissons, c'était vraiment difficile de survivre. Ils ont maintenant des problèmes de recoloniser. On a des problèmes de recoloniser les cours d'eau. Maintenant, j'aimerais me centrer sur 2 poissons. Le saumon atlantique, dont M. German a déjà parlé, et l'autre poisson migrateur, qui est un peu à l'ombre en quelque sorte, mais qui, par chance, n'est pas encore une espèce extincte, c'est l'anguille, qui fait des migrations impressionnantes. Voici un graphisme qui vous permet de voir les problèmes des saumons. Là, vous voyez la pêche du saumon en Suisse jusqu'en l'année 1932. Et après, le destin du saumon a changé dramatiquement. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Kems a été bombardé. Et il y a encore eu des pêches donc après la Deuxième Guerre mondiale. Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment la fin. Mis à part cela, vous avez les véritables migrateurs qui migrent entre l'eau douce et l'eau de mer. L'anguille, qui a subi des baisses dramatiques depuis l'année 1980, plus de 90%. De l'IUCN, il est sur la liste rouge. Il est donc en danger, une espèce en danger. Le grand problème de cette baisse est très complexe, mais les centrales hydroélectriques sont une source de problèmes importante. De l'autre côté, nous avons le problème d'une autre espèce d'anguille. Ici, vous voyez le problème des barrières de centrales hydroélectriques. Vous avez 21 centrales hydroélectriques. Donc ça, c'est une tâche herculéenne d'ouvrir ce passage. Mais aussi les poissons qui migrent en aval. Et donc cette migration en aval doit être rendue possible aussi. Retournons au cours d'eau suisse. Quelques mots concernant l'État. Nous avons 65 000 km en Suisse, avec un nombre total d'édifices de plus de 100 000 édifices qui sont plus élevés que 50 cm. En plus, il y a des centaines de milliers de petites barrières. La dimension moyenne est de 645 mètres. Et ces barrières ont clairement un effet, une répercussion sur les poissons. Là, vous voyez la truite de lac dans la Reuse. C'est un mètre dans ce qui est le saut. Ils peuvent sauter jusqu'à 2 à 3 mètres, ce qui n'est pas le cas typique pour les poissons. La plupart des poissons donc sont vraiment empêchés, arrêtés par ces barrières, par les barrières comme vous voyez ici, à moins qu'ils aient la possibilité de monter par des échelles ou des passes de poissons. Les cours d'eau latéraux isolés, qui sont aussi en nombre important, par exemple, si vous avez une température élevée de l'eau ou une grande affluence, cela pose également des problèmes. J'aimerais revenir à ces petites barrières de migraison. Elles ont également un effet sur les petits poissons
qui ne peuvent surmonter que des barrières d'environ 25 cm. Après, c'est la fin. Et on a examiné un petit peu les migraisons des groupes. Là, vous voyez, on les a équipés d'un émetteur, un émetteur qui est implanté à ces poissons, et on a pu démontrer que ces poissons sont quand même en mesure de faire des trajets de plusieurs centaines de mètres. Vous avez donc un grand nombre de chabots qui sont quand même capables de migrer sur une plus grande distance que ce n'est rapporté normalement dans la littérature. Donc plusieurs centaines de mètres. Les petites barrières ont quand même un grand effet, une grande répercussion sur les petits poissons tels que les chabots. Maintenant, nous avons 579 centrales hydroélectriques et plus de 1000 centrales hydroélectriques petites. Celles-là ont également un effet sur la migration. Les déficits sont déjà enregistrés. Les cantons ont fait un excellent travail. Ils ont montré qu'il y a 1852 obstacles dus aux centrales hydroélectriques, 706 installations qui rendent nécessaire un passage ou rendraient nécessaire un passage à poisson, mais seulement 65% de ces installations ont un dispositif pour la montaison, et les 250 installations qui ont un dispositif de montaison, 36% d'entre eux sont considérés comme fonctionnels, comme viables. C'est-à-dire, nous devons remplir les exigences législatives. J'aimerais vous montrer brièvement ce que sont les migrations des poissons, comment les catégoriser. Je vous présente 5 catégories. D'un côté, la migraison pour la nourriture, la migration pour rechercher des refuges, la migration pour raisons de frais, des migrations pour des raisons de compensation et d'autres. Mais tout d'abord, nous devons peut-être introduire un concept qui a une signification importante ces dernières années. Parce que, bien évidemment, ce ne sont pas tous les poissons qui migrent. Pour les saumons, oui, mais pas pour tous les poissons. Donc, il y a ce concept de la migration partielle. C'est-à-dire, une population de poissons peut être considérée comme peut être composée de poissons qui migrent et de poissons qui ne migrent pas, de poissons sédentaires. Donc, la population peut être composée à proportions divergentes, et cette migration partielle c'est très souvent le cas, et elle a une grande influence sur les structures du réseau de nourriture et de là sur l'écosystème entier. J'aimerais vous l'expliquer plus en détail. Là, vous avez les animaux migrants qui ont un effet transporteur parce qu'ils emmènent avec eux de l'énergie, des éléments nutritionnels, ce qui a certains avantages pour l'écosystème. Et en contrepartie, nous avons les populations résidentes, sédentaires, qui profitent des autres, les producteurs primaires. Donc vous voyez ici une interrelation entre ces deux populations. Finalement, ces écosystèmes où vous avez des populations migratoires sont plus stables et plus productrices. Passons donc aux 5 types de migration. D'abord, la migration pour la nourriture. Quel est l'objectif? Pourquoi est-ce qu'un poisson va se déplacer? Pour obtenir une meilleure croissance et pour survivre. C'est surtout connu pour les salmonides, pour les jeunes saumons. Le déclencheur est en général un niveau d'eau plus élevé. Ici, vous voyez 2 jeunes saumons. Ici, en Suisse, nous avons des saumons. Nous recolonisons également. Nous avons un projet à Meulenbach. Ici, vous voyez ce qu'on appelle un smolt. Il est déjà assez grand, assez mature. Il va migrer dans les jours à venir. Ce saumon-là, il n'est pas encore mature. Il est plus petit. Il restera encore environ 1 an dans ce cours d'eau. Je vous montrerai par la suite comment rendre visible cette migration.
Ils migrent en général entre le mois de janvier et fin avril, nous le savons assez exactement. À un âge de 1 an ou plus, ou 2 ans ou plus, les truites de lac font à peu près la même chose. Elles se déplacent vers le lac, ou encore les truites de rivière qui se déplacent vers les rivières. Jetons un regard rapide sur les jeunes smolts et leur migration. Nous avons ici les mois entre novembre et mai 2014. En bleu, vous voyez le cours d'eau du Meulenbach, la température ne joue pas de rôle. Et en noir, vous avez la migration des poissons. Nous leur avons mis un dispositif pour pouvoir les suivre exactement, pour avoir un suivi exact. Nous voyons surtout que la dévalaison est liée à une décharge accrue, mais parfois, vous voyez aussi la décharge et les poissons qui migrent. Ce qui nous a surpris, c'est qu'ils ont quand même un laps de temps assez grand, qui commence déjà au mois de décembre, et cela va jusqu'au mois de mai. Donc ces données seront prochainement présentées dans le mémoire de master de Florian Kunz. Là, vous voyez nos dispositifs solaires, l'électronique, un reader, et vous avez l'émetteur et l'antenne. Et aucun de ces jeunes saumons pourra passer cet endroit sans être enregistré. Vous voyez donc, avec ces dispositifs modernes, avec ces méthodes modernes, on peut rendre visible la migration de manière très convaincante. On a également des migrations des poissons adultes qui, la plupart du temps, a lieu à l'été. Ce sont des migrations plus courtes, au maximum peut-être 3 km. C'est ce qui est décrit dans la littérature. Pour des poissons d'hiver, barbeaux, chevennes, rotangles, gardons. Passons aux migrations qui sont dues à la recherche de refuge. Pourquoi les poissons le font? Eh bien, ils veulent éviter le stress, les crues, les températures élevées. Ils vont trouver aussi des habitats d'hiver. C'est ce que font les barbeaux et les hautues. Ils le font également, par exemple, lors de crues, ils cherchent des cours d'eau latéraux, ou alors les barbeaux. Par exemple, on sait cela aussi d'autres poissons qui font ça typiquement lorsqu'il y a des crues. Ici, vous voyez une image qu'on a examinée, un poisson qu'on a examiné à Lucerne, barbeau. Vous avez la somme des montaisons sur 2 ans pour les barbeaux, et nous voyons que les barbeaux migrent surtout au mois d'octobre. Migration très active. Nous interprétons cette migration accrue comme une migration due à l'hiver, pour passer l'hiver dans les lacs. Ensuite, la prochaine catégorie de migration, c'est la migration de frai. Souvent, ce sont des retours dans les zones de reproduction. Souvent, ce sont des montaisons longitudinales avec un laps de temps assez limité. Ce sont surtout les poissons qui cherchent leur zone de frai dans le gravier. Nous espérons que ces saumons vont revenir. Ils doivent se déplacer sur plus de 1000 km. Ou encore la truite de lac dans le Rhin des Alpes se déplace jusqu'à 125 km. Mais également dans le Rhin, système Rhin-Tur, vous avez des hautues et des barbeaux qui se déplacent sur des grandes distances. Ici, la truite de lac, elle peut passer cette centrale et peut se déplacer jusqu'à 125 km en amont. Donc des performances impressionnantes. Malheureusement, il y a toujours des problèmes pour la dévalaison à cet endroit. Et bien, de ce que nous avions parlé déjà, l'anguille argentée, qui se déplace jusqu'à 5000 km. Les anguilles argentées sont une espèce protégée par le Conseil européen. Le problème, c'est nous trouvons ici un taux de mortalité très élevé lors de la dévalaison due aux turbines.
Ce ne sont donc pas seulement les centrales hydroélectriques, mais elles sont certainement un grand problème lors de la dévalaison pour ces grandes anguilles parce que la taille est assez remarquable. Parfois, elles font plus d'1 mètre. Dumont a formulé la chose suivante pour protéger les anguilles argentées. Qu'il faut mettre en place des dispositifs qui aient des fentes plus fines que 15 mm. Et là, par exemple, sur l'image, vous voyez un écart de 20 mm. Ils sont en mesure de passer. Vous pouvez vous demander, est-ce que c'est une réalité ou non? Oui, effectivement, là, vous voyez une centrale à Willstedt-Kinzig. Là, vous voyez un écart avec, à 10 mm. Là, ce que vous voyez, c'est le dispositif de nettoyage. Mais nous voyons que c'est faisable, surtout dans des centrales plus petites. Il y a des anguilles et des petits poissons qu'on peut protéger grâce à ce dispositif. Je voudrais passer à la migration de frais dans le Haut-Rhin. Là, nous avons constaté qu'il y a des poissons qui se déplacent sur une distance de 29 km, donc des migrations importantes. Une autre espèce que j'aimerais aussi nommer, c'est les corégones migratoires. Dans le Rhin des Alpes, il y a des corégones qui se déplacent à partir du Bodensee, qui vont arriver jusqu'au seuil de Bux, ou encore jusqu'au seuil de Hellhorn, un peu plus en amont. Donc là, des migrations de frais de poissons, d'espèces de poissons, on ne s'y attendrait pas du tout. Les ombres étaient jusque-là pas très connues pour la migration, mais effectivement là aussi on peut constater des migrations pour la reproduction. Là, en Belgique, on a constaté des migrations jusqu'à 5 km. En Allemagne, on a eu des ombres qui sont même déplacées jusqu'à 11 km. Même s'ils ne sont pas des migrations de frais, mais il y a des recherches plus récentes de Norvège qui ont démontré que 37% des ombres ont une distance de migration de plus de 10 km. C'est-à-dire, là, c'était surtout dans la rivière de Lagen et la rivière Glomma. Nous savons également qu'en Suisse, il y a des distances de migration remarquables. Je l'ai écrit en plus petit, ça vous pourrez le lire après la conférence. Juste quelques mots concernant encore d'autres espèces qui sont également connues pour des migrations importantes. Par exemple, la vandoise, jusqu'à 21 km, ou encore la chevenne, jusqu'à 13 km, et également en Suisse, en moyenne, 3,5 km, et ils peuvent même atteindre jusqu'à 21-22 km. Il ne faut pas oublier les petits poissons qui font également des migrations de frais. D'un travail de Pitcher de 1971, nous savons que ce qu'on appelle Elritzen en allemand peuvent migrer des distances importantes pour atteindre leur zone de frais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a pas seulement des migrations longitudinales, mais également des migrations latérales qui permettent aux poissons de chercher donc des zones latérales pour y frayer, ce qui est souvent décrit pour les saumons. Passons aux migrations compensatoires. Là, il s'agit des poissons qui ont été entraînés soit par des crues, soit par d'autres phénomènes, translocation par exemple. Les anguilles, les truites de rivière, un exemple britannique de la rivière Nid. Vous voyez comme le barbeau se comporte lorsqu'il y a une décharge, elle compense et retourne après au lieu de départ. Donc et cela à plusieurs reprises. Les poissons veulent revenir à leur habitat naturel lorsqu'ils ont été entraînés auparavant. Et c'est très important pour eux de pouvoir le faire. Et finalement, un dernier type de migration, les recolonisations. Il s'agit de recoloniser des zones qui ont été habitées et qui avaient été quittées dues à des conditions défavorables. Mais ces recolonisations, on a besoin de plusieurs années pour les réaliser. Par exemple,
on peut recoloniser des zones de rivières qui ont été revitalisées et on peut rendre possible, encore une fois, la montaison dans les cours d'eau accessibles à nouveau. Il faudrait savoir encore à quel moment de l'année les poissons migrent. On peut dire que plus ou moins la migration se fait sur toute l'année, mais il y a un temps principal, une époque principale entre mars et octobre. Les salmonidés et les lottes de rivière migrent également en hiver. Pour la dévalaison, elle a lieu sur toute l'année également. Les salmonidés et après le frai et les anguilles migrent également à l'automne et à l'hiver, en hiver. Les cyprinidés adultes migrent en général entre le mois de septembre et le mois de décembre. Les stimuli pour ces migrations, on en a déjà vu certains. Il y a plusieurs facteurs. La décharge croissante, la température, la durée de la lumière du jour, les phases lunaires et d'autres facteurs qui déclenchent la migration. À la fin, j'aimerais toucher certains aspects de la migration des poissons. Ce sont souvent également des influences par l'être humain, de la construction de routes, des barrières plus ou moins grandes, les centrales électriques, des dispositifs pour stabiliser les cours d'eau, comme je le disais, les centrales électriques. Et comme partout, lorsque nous avons un problème qui est causé par l'homme, il faut voir comment on peut aider le poisson. Il s'agit également de trouver des mesures pour pallier ces effets. Encore un exemple des États-Unis. Une mesure pour pallier une culvertisation qui permet donc aux poissons de passer, ou encore des rampes au lieu de barrières pour que les poissons puissent monter. On verra encore plus en détail les diverses passes à poissons et les rampes. Bien évidemment, ils doivent être franchissables. Ensuite, les centrales hydroélectriques doivent assurer qu'il y ait un dispositif de montaison qui fonctionne. Ici, lorsque nous regardons une échelle à poissons, il y a certaines questions techniques. Comment positionner ce passage? Quelle doit être la décharge pour qu'elle soit attrayante pour le poisson? Quelles sont les conditions pour l'entrée et la montaison? Comment évaluer une telle installation du point de vue technique? On verra ça également plus en détail plus tard dans cette journée. Après, il y a certaines questions biologiques qu'on doit également discuter plus intensément à l'avenir. Par exemple, le rôle des turbulences. Nous savons que des poissons ne peuvent éviter les turbulences, mais savent s'y adapter. Jusque-là, on n'a pas assez étudié cette question. La performance des poissons, la fatigue des poissons, le comportement des poissons selon les courants et encore les problèmes de prédateurs qui doivent être inclus. Les poissons, on ne veut pas que les poissons soient victimes de ces prédateurs qui peuvent se placer justement aux échelles de montaison, de passage. Un sujet qui est récent encore en Suisse, on a encore installé peu de dispositifs de dévalaison avec une grille horizontale de 20 mm. Le suivi est en cours. Peut-être qu'en l'espace de 2 ou 3 ans, on pourra évaluer cette situation. Ou encore la rivière Aar à Ruchlik, qu'on verra le samedi, où il y a également une installation de dévalaison. Ensuite, un lien pour notre exposé demain, où on parlera de la dévalaison dans les grandes rivières. On a des situations tout à fait différentes où la VAW et l'EVAC ont mené une étude à bien. Et on verra cela demain. Quelques perspectives. J'espère que j'ai pu vous démontrer que nous avons des problèmes importants avec la migration des poissons, mais il est tout à fait clair qu'il faut également améliorer nos connaissances à ce sujet.
Pour cela, il faut appliquer la technologie la plus moderne, la plus nouvelle, pour documenter de manière exacte le comportement des poissons aux barrières. On peut donc reconnaître certains systèmes de mouvement dans l'espace et sur le temps, et seulement si nous reconnaissons ces principes, nous pouvons garantir une protection optimale de la biodiversité, et on ne peut protéger, et seulement là nous pouvons protéger les populations de poissons si nous comprenons le comportement de migration des poissons. J'aimerais vous remercier pour votre attention. Merci.